Citroën avait frappé un grand coup avec la DS en 1955 et il faudra presque 20 ans pour que la CX prenne la relève. Cette dernière tiendra ensuite la baraque jusqu'à ce jour de mai 89 où la XM fut dévoilée. Avec ce nouveau navire amiral, Citroën, malgré la tutelle de Peugeot, marquait son originalité stylistique comme technique avec la ferme intention d'offrir une alternative à tout ce qui existait alors sur le marché. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Gerd Jaeger, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous avons sorti une vidéo sur la Peugeot 604. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue et à vous abonner pour ne pas louper toutes nos prochaines vidéos. Il était donc logique qu'aujourd'hui nous parlions de la Citroën XM. L'aileron arrière testé en soufflerie, la ceinture de caisse qui s'élève progressivement jusqu'au ressaut de l'aile arrière. Voilà le haut niveau de performance de la Citroën XM. Car contrairement aux idées reçues, Citroën n'était pas le parent pauvre du groupe PSA. Alors certes, la logique d'un groupe industriel comprenant plusieurs marques obligeait à mettre un certain nombre d'éléments en commun, les moteurs, les plateformes, les boîtes de vitesse, etc. De là à dire que Citroën y perdait son âme, c'était aller un petit peu vite en besogne. Moi j'aime bien cette expression. Car en réalité, le directeur général de la marque à cette époque-là, Xavier Karcher, nommé en 1979, avait bien compris la singularité de Citroën et savait défendre sa position. Mais avant de vous en parler plus en détail, je voulais remercier notre partenaire Car Vertical. Et si vous ne savez pas ce qu'est Car Vertical et ce qu'il propose, et c'est vraiment génial, eh bien je vous explique tout de suite. Alors Car Vertical, qu'est-ce que c'est? Promis, je vais vous le présenter très rapidement. C'est un site internet qui va vous permettre de tout savoir sur l'historique d'une voiture que vous avez ou que vous souhaitez acheter, par exemple. Ils vont aller interroger les compagnies d'assurance, les registres nationaux, les constructeurs et même les garagistes pour savoir si la voiture a le bon kilométrage, si elle n'a pas été volée, si elle a déjà eu des accidents ou pas, ou si elle a servi en tant que voiture de taxi. Et là, nous sommes sur une Peugeot 405 et on peut voir effectivement qu'elle a déjà eu un accident. Donc on va descendre tout en bas de la page et on va remarquer qu'il y a même des photos. C'était en janvier 2022 et effectivement la voiture a été déjà accidentée et elle a même été vendue à ce moment-là, toujours en janvier 2022, à 125 €. Donc si vous aussi vous souhaitez tout savoir sur votre voiture, rendez-vous dans la description, vous aurez un lien pour bénéficier de 10% de remise. Retournons à nos chevrons. En 1982, avec le lancement de la BX, PSA prouvait qu'il comptait sur Citroën pour se relancer, le temps de mettre au point la 205, tout en conservant le style et la singularité et le décalage propre à la marque aux chevrons. Et dès le début des années 80, il était acquis que Peugeot et Citroën disposeraient chacune de leur haut de gamme, visant à des clientèles spécifiques. À Peugeot, le classicisme bourgeois avec le projet Z06 qui deviendra la 605, et à Citroën, l'originalité et la rupture avec le projet Y30, la future XM. Alors si Xavier Karcher était arrivé en cours de route lors du développement de la BX, il allait grandement s'impliquer dans celui de la XM, imposant Berton et le designer belge Marc Deschamps, malgré les propositions du centre de style interne. Son idée était claire, il fallait que la XM soit une vraie Citroën, malgré les nombreux éléments en commun avec la 605 qui était en gestation. Et pour y arriver, eh bien, il fallait un style fort, d'une part, et d'autre part, une technologie moderne et différente. Pour cela, les ingénieurs développèrent l'Hydractive, une version élaborée de la célèbre suspension hydropneumatique, chère à Citroën, et cette fois-ci couplée à une gestion électronique. Des différences suffisamment marquantes finalement pour empêcher ces deux voitures de se cannibaliser. En fait, la 605 et la XM s'avéraient stratégiques pour le groupe PSA dans sa reconquête du marché. La BX avait amorcé la relance, la 205 concrétisé le redressement et la 405 avait enfoncé le clou. Restait désormais à confirmer en haut de gamme avec ces deux grandes routières supposées couvrir l'ensemble du marché.
Pour la XM, il s'agissait donc d'être très excentrique, en tout cas bien plus que sa sœur de chez Peugeot. Et pour Xavier Karcher, eh bien c'était simple, il suffisait d'être très Citroën, mais sans copier le passé. Alors que le centre de style interne proposait une sorte de CX modernisé, la proposition de Berton semblait plus iconoclaste, poussant le style de la BX à l'extrême. Avec ses feux très minces à l'avant, son arrière haut perché, son décrochage de carrosserie au niveau de la portière, le style extérieur répondait parfaitement au cahier des charges. Et à l'intérieur, l'habitacle respire lui aussi les chevrons, avec son volant monobranche et son tableau de bord mêlant compteurs classiques et digitaux. Et la XM s'offrait deux versions du PRV, l'une avec 12 soupapes et 170 chevaux et l'autre avec 24 soupapes et 200 chevaux, un parfait slipper. Avec la XM, Citroën avait plein d'objectifs et plein de rêves plein la tête, notamment capter la clientèle fidèle de la marque en France, jusque-là tout va bien, proposer quelque chose d'ultra fiable, d'ultra bien fini et construit, du moins au même niveau que les Allemandes, s'imposer outre-Rhin également et revenir aux USA que Citroën avait quitté en 1973. Et pour la clientèle française en particulier, un break était prévu dès le départ, construit chez Heuliez, sorti en 1991, continuant en cela la tradition des DS et des CX. Et concernant le marché allemand, contre toute attente, eh bien la XM y fit de bons scores. Mais la fiabilité n'était pas du tout au rendez-vous. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Car malgré une centaine de prototypes et du pognon monstrueux investi dans cette voiture, la rumeur d'une sortie anticipée de la remplaçante de la Renault 25, la Renault Safran, eh bien poussa les dirigeants à développer un peu plus rapidement la 605 et la XM. Conséquence, eh bien, les deux sœurs ont connu des problèmes d'électricité et de connectique pendant les 2 premiers millésimes, plombant ainsi leur réputation auprès d'une clientèle très exigeante malgré le titre de voiture de l'année en 90 pour la XM. Mais heureusement, tous les problèmes, ou presque, ont pu être réglés dès le millésime 92, mais il était trop tard. Et ce revers empêcha aussi le retour aux USA. D'ailleurs, Peugeot quittait l'Amérique en 1991, la queue entre les jambes, après l'échec monumental de l'importation de la 405. Côté moteur, la XM s'équipait chez Peugeot. On trouvait 2 litres, un carbu de 115 chevaux, une injection de 130 chevaux, les 2 V6, donc un de 170, l'autre de 200 chevaux, et 2 diesels également, un atmosphérique de 83 chevaux et un autre turbo avec 110 chevaux. La voiture était positionnée plus haut de gamme que la CX, elle était également plus chère, mais elle coûtait aussi beaucoup plus cher à produire, notamment à cause de cette fameuse suspension hydractive, mais en contrepartie, elle offrait un comportement routier royal et un confort de premier ordre. En juillet 1994, la XM s'offrait un petit lifting pour relancer ses ventes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, où les lignes furent un petit peu adoucies, et les versions restylées recevaient une évolution de l'Hydractive, l'Hydractive 2, tout simplement, inaugurée sur la Xantia. Hydractive 2, précise et efficace, est la seule à proposer 2 suspensions très différentes et reste très supérieure sur ce point à la suspension de la Safran.